très contente de voir que vous êtes plus nombreux que d'habitude aujourd'hui. Donc vous êtes les bienvenus pour ce deuxième numéro de Penser la société de la saison. Donc, ce qui va porter sur l'usage des statistiques dans la délibération d'une information qui peut être potentiellement transformée ou manipulée. Et pour ça, je vais m'effacer tout de suite parce qu'on va laisser Johan Charlier, statisticien, vous présenter sa conférence gesticulée qui s'appelle « Un autre nombre est possible ». Et puis je reviendrai après pour poser quelques questions et puis pour que vous, surtout, puissiez aussi poser des questions à la fin de la séance. Merci à tous. Merci beaucoup. Cette introduction que je vais poursuivre en vous proposant quelques chiffres pour se mettre dans l'ambiance. Alors, aujourd'hui en France, 9 emplois créés sur 10 sont sous le statut de CDD ou d'intérim, des emplois précaires. En revanche, 77% des salariés sont en CDI. Au premier semestre de l'année dernière, le PIB avait chuté de 19%. Et il s'en était ensuivi une hausse de 14% du taux de chômage. Alors cette année, normalement, le PIB devrait augmenter de 6% et devrait en résulter une multiplication par 2 de l'inflation. Alors pendant le temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui, eh bien 24 000 femmes auront donné naissance à un enfant dans le monde et 10 000 personnes seront décédées. 150 de la malaria, 300 du Covid, 300 d'accidents du travail aussi, 1500 de faim ou des conséquences de la malnutrition et 1600 du cancer. Plus légèrement, pendant le premier confinement, 5% des Français ont arrêté de porter les slips. C'était dans un sondage. Selon un récent sondage, toujours, 13% des Français se disent de gauche, 39% se disent de droite. 5% des électeurs du Front National se disent de gauche. Et 4% des électeurs de La République En Marche. Alors, toujours concernant ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront normalement satisfaits. 8% auront envie de faire pipi mais n'oseront pas se lever, donc sentez-vous libres. Et 1% aura quelqu'un de tout, normalement à peu près. Toujours pendant le temps qu'on va passer ensemble, il y aura 45 000 heures de vidéos qui auront été déposées sur YouTube. Et Bernard Arnault aura gagné 7 millions d'euros. Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand j'ai commencé ce spectacle, il y a un an à peu près, je disais, et Bernard Arnault aura gagné 65 000 euros. C'est vous dire la hausse du pouvoir d'achat du bonhomme. 100% des personnes qui ont bu de l'eau sont mortes ou vont mourir. Une girafe n'a absolument zéro chance de se faire croquer par un tigre dans la savane. Et 100% des girafes se tapent totalement des statistiques sur les girafes, bien sûr. 13% quand même des ménages brésiliens changeront de lave-vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10%, messieurs, dames, 10% de réduction sur les côtes de porc à l'Intermarché. Alors que faire ? Que faire, mesdames et messieurs, de toutes ces informations? Pour un professionnel des statistiques comme moi, ça me semble évident. Voilà. J'avais mis ça de côté, mais on prend une poubelle, on fait le tri des déchets, et puis on reprend tout depuis le début. Donc je m'appelle Johan Charlier et je suis statisticien. Et je suis venu faire ça avec vous. Aujourd'hui, le tri des déchets de l'information statistique, on trier le bon grain, de la statistique mobilisatrice qui peut révéler des phénomènes sociaux, statistiques utilisées en sciences sociales. Bonjour madame. De livret des statistiques manipulées par les pouvoirs, tous les pouvoirs, les pouvoirs politiques, médiatiques, économiques. En tant que statisticien, je connais 2-3 tuyaux, 2-3 astuces comme ça pour débusquer un petit peu les manipulations et puis pour qu'on arrête un petit peu de se faire avoir par tout ça. Alors je me suis dit, Johan, faut que tu ailles prévenir le monde, faut que tu ailles voir les gens, le bon peuple d'Argenteuil et d'ailleurs. Et apprends-leur ces techniques. Et puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais attends, toi, tu vas aller prêcher comme ça la bonne parole, dire quoi? La vérité? C'est un peu prétentieux. D'autant plus que si je suis honnête avec moi-même, les chiffres, ça n'a pas toujours été
ma tasse de thé. Vous allez voir, vous êtes dans un spectacle sur les chiffres et les mathématiques, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau, hein. On va prendre les bases, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je dis je suis statisticien, mais en fait on ne sait pas trop, parce que c'est pas un métier du concret, je veux dire, boulangère, cuisinier, on voit ce que c'est, mais statisticien, comment je pourrais vous faire toucher du doigt ce que c'est? De la même manière qu'il y a des producteurs de choux, de melons, des producteurs de boulons à l'usine, eh ben, un statisticien, si vous voulez, c'est un peu un producteur de chiffres. Voilà, ce sont des collègues qui produisent le taux de chômage ou le taux de croissance du PIB. Oui, parce que c'est construit, tout ça, ça se calcule, ça tombe pas du ciel. Ça nous permet aussi de mesurer la productivité des producteurs de melons ou de boulons. Moi, je me considère plutôt, quand je me présente comme ça, à des inconnus, comme un traducteur de chiffres. En fait, mon métier, c'est de traduire les statistiques, des trucs parfois un peu compliqués, c'est vrai, en phrases compréhensibles pour le commun des mortels. Le commun des mortels, dans mon cas, c'est des collègues, des chefs de service, des chefs d'unité, des directeurs, des sous-directeurs, la fine fleur de l'administration, dans toute sa bureaucratie galopante, puisque je suis fonctionnaire, je travaille dans un conseil régional, où mon métier, c'est en fait de produire de la connaissance utile pour éclairer la décision publique, comme on dit, et puis qu'on aille tous ensemble changer la vie des gens. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, je vais vous raconter cette histoire, mon histoire, contrariée avec les chiffres, et puis l'histoire d'un petit désenchantement au travail. Ça s'est passé comme ça. J'étais au travail, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans un conseil régional, et à l'époque, ce conseil régional, c'était une présidente qui en était à la tête, et son truc, c'était l'écologie. Et donc, elle vient me voir, moi et mes collègues, pardon, pour nous poser une question. Et cette question, c'est combien y a-t-il d'emplois écologiques sur mon territoire? Alors, on se dit, c'est pas facile. Parce que déjà, on ne sait pas bien ce que c'est, un emploi écologique, un emploi vert, si on pourrait dire. Alors, on appelle nos collègues de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, pour qu'ils nous aident déjà à définir ce que c'est, et puis à compter surtout les emplois. Alors, on tombe d'accord sur une petite définition, bon, pas trop compliquée, mais carrée quand même. Un emploi vert, ce serait un emploi dont les finalités serait de prévenir ou réparer les dégâts causés à l'environnement par l'activité humaine. Voilà, ça a l'air de rien, comme ça nous a pris 3 mois quand même. Et donc, fort de cette définition, on se met à bûcher, et on compte. Et on compte 3600 emplois verts sur le territoire régional. Et puis un jour, je reçois un coup de fil. Je vais vous le faire. Alors, j'espère que ça ne va pas tomber. J'étais au bureau, comme ça. Très concrètement, c'est ça mon travail. Je suis assis sur une chaise et je rentre des chiffres dans un ordinateur. C'est pas palpitant, c'est pas mal. Et je reçois un coup de fil. Vous savez, sur les téléphones de bureau, on voit le nom des gens. C'est pas le numéro, c'est le nom qui s'affiche. Et là, c'est le nom de la directrice de cabinet qui m'appelle. Alors, une directrice de cabinet, au-delà du fait que nous, on l'appelle Dame Pipi pour rigoler entre collègues, c'est quelqu'un de très important. Basiquement, c'est la numéro 2, 3 dans une administration. C'est la personne qui fait le lien entre le politique et l'administration. Très important. Donc c'est clairement pas quelqu'un que je peux me permettre de snobber. Donc je décroche. Bien Charlie, j'écoute. Ah oui, l'étude sur les emplois verts, ouais. La présidente l'a lu. Ah, très bien. Alors, elle n'est pas contente. Elle trouve que ça fait pas assez d'emplois. Parenthèse. Elle, ça fait 6 mois qu'elle se balade dans toute la région en disant qu'il y a 100 000 emplois verts. Et nous, on dit, bah cocotte, désolé, on a recompté, ça fait 3600. Pour que vous preniez la mesure, c'était une région dans laquelle il y avait 700 000 emplois en tout, donc elle passe de 1 sur 7 à 1,5%. Donc elle est pas joyeuse. Il faut que je reprenne parce que ça chauffe. Comment? Elle parle à la tribune dans une demi-heure.
il faut que je trouve quelque chose pour contredire l'INSEE. Ok? Au revoir. Bisous. Et je l'ai fait. Alors, j'ai pas vraiment truqué l'étude, hein, mais j'ai écrit un petit truc comme quoi la définition était peut-être un peu restrictive. Voilà. Définition que j'avais moi-même contribué à forger, hein, vous voyez l'hypocrisie du truc. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. Que les choses soient claires, vous avez en face de vous un authentique gauchiste qui veut changer la société pour améliorer la vie des gens. Et j'ai compris que c'était pas avec des gens comme ça, qui préfèrent travestir la réalité pour l'adapter à leur discours préconstruit, que j'allais pouvoir le faire. À mon avis, c'est l'inverse qu'il faut faire pour vraiment changer les choses. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu tout ça, et puis surtout de s'en prendre un peu aux sondages, qui sont, à mon sens, la nouvelle tyrannie du chiffre actuel. On n'a pas fini d'en manger, hein, donc autant se préparer. Donc, je vous propose une petite séance d'autodéfense collective face à ça. Est-ce que ça vous conviendrait? Ça tombe bien, j'avais rien d'autre de prévu de toute façon. Alors, avant de commencer, il faut que je règle quelque chose. Vous en êtes où niveau maths, à peu près, niveau mathématiques? N'ayez pas peur. Ça va. Une moyenne. Partons des bases, une moyenne. Tout le monde voit ce que c'est. Ça fait toujours 2. Alors si on est Jean-Claude Van Damme, ça fait 11. Et ça, c'est beau. Je crois qu'il avait dit 11. Ou une moyenne. Ça va, ça, à peu près. Méfions-nous quand même un petit peu dans les moyennes. Vous savez qu'en moyenne sur Terre, chaque être humain a un testicule. Attends. Ouais, ça marche aussi avec les ovaires. Du coup, en moyenne, chaque être humain a un testicule et un ovaire. Moi, je pense que ça change tout, mais si on faisait rentrer Bernard Arnault maintenant dans cette pièce, on serait tous multimilliardaires en moyenne. Vous voyez, j'ai appris un truc récemment qui était marrant. En moyenne, un être humain a un peu moins de 2 jambes. Oui, parce qu'il y a des jambes. Donc, rien que des petites constructions comme ça, ça peut nous emmener vers des trucs un peu bizarres. Donc, mon conseil, exigeons les chiffres bruts, les valeurs absolues, comme on dit. Ce sera mon premier conseil de cet après-midi. Je vous demande votre niveau en maths, c'est parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été une vraie quiche, je préfère vous le dire. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être écrivain. Je voulais écrire des romans. Aujourd'hui, je suis statisticien. C'est que le seul truc que j'écris, c'est des chiffres dans les tableurs Excel. C'est l'exact inverse, si vous voulez. J'ai donc consciencieusement foiré mes rêves de gosse, c'est pas grave. on en fait un petit peu. Attention, tout ce que j'ai raconté était vrai, sauf un truc, jusqu'ici. Je ne suis pas certain qu'il y ait 10% de réduction sur les côtes de porc. Je suis même pas certain qu'il y ait un Intermarché, en fait. Il y en a un. J'aurais dû aller me renseigner. Oui, je vous disais, moi à la base les chiffres c'était pas du tout mon truc. Moi en fait, j'ai su lire très très tôt quand j'étais gamin, à 2-3 ans, et ça s'est passé comme ça. Mon père, il était ouvrier, et il rentrait manger le midi à la maison. Et il faisait 3 trucs. Il rentrait manger du coup, il lisait son journal, et il faisait une courte sieste. Alors moi, bon, du haut de mes 2-3 ans, faire la sieste, manger, j'avais bien compris l'utilité du truc, si vous voulez, mais le journal, alors que ça avait l'air aussi important, si vous voulez, s'il faisait ça tous les jours, systématiquement, manger, journal, sieste. Alors, intrigué, j'allais monter sur ses genoux et puis j'essayais de déchiffrer comme ça ce qu'il y avait dans le journal, quoi. Et donc c'est comme ça qu'en grande partie, bien sûr, pas seulement lui, mais en grande partie, mon père m'a appris à lire dans la Nouvelle République, qui est le quotidien régional du coin d'où je viens. Par contre, quand il s'est agi d'apprendre à compter, comment résumer ça simplement en 2 mots? La galère. Là, je vous parle d'un truc, j'avais pas 2-3 ans, j'avais 9-10 ans, hein, j'allais rentrer au collège, et moi je galérais avec un truc, c'était les tables de multiplication. Ça m'a fait souffrir, ça, quand j'étais gamin. Avec mon père avait monté un stratagème, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez les cahiers de brouillon qu'on avait à l'école.
au dos des cahiers de brouillon, il y avait souvent les tables multiplication également. Alors mon père, il avait fait un truc, il avait mis du blanco sur les résultats, comme ça faisait 1 fois 1 égale, c'est bon. Il en avait photocopié une centaine comme ça. Et puis tous les soirs, on avait un deal, je devais remplir les tables de 1 à 9. Et puis quand je donnais une bonne réponse, il me donnait 1 centime de franc. Et par contre, quand je donnais une mauvaise réponse, c'est moi qui lui devais 1 centime de franc. Donc croyez-moi pas, je lui dois encore du pognon de cette époque-là. Non, c'était vraiment compliqué. Tiens, faisons un petit sondage. Vous m'avez dit que vous aviez plutôt un bon niveau en maths. Pour combien d'entre vous, levez la main, ceux pour qui ça a été une souffrance, les mathématiques, à l'école? Ah, pas tant que ça. Ah, on est sur dur. On est 4. Ah oui, ça fait pas grand-chose, effectivement. La semaine dernière, j'ai fait ce spectacle, on était 60% à peu près. Bon, là, on n'est même pas sur du 20%. Ok, très fort. Bon, je sais pas si on est super représentatif non plus, quoi. Ou si on est super fiable en matière de sondage. Alors essayons de voir ensemble comment on pourrait savoir si on est représentatif et si on est fiable. Les sondages, tout le monde voit ce que c'est à peu près. C'est le truc avec lequel on est d'accord quand ça va dans l'autre sens, et puis on n'est pas d'accord quand ça va pas dans l'autre sens. Et tout le monde fait ça, c'est pas grave. Même les politiques, ça. Il y a le sens d'opinion. Le sens d'opinion, là. Dans les sondages, il y a aussi le sens d'opinion. Oui, alors on verra peut-être ça. On en reparlera peut-être après. Mais le sens d'opinion, vous savez qu'il est de moins en moins proposé dans les réponses. C'est aussi une manière de manipuler les trucs. Mais très très bonne remarque. Un sondage, d'où ça vient les sondages? Les sondages, c'est un petit peu, si vous voulez, l'art de fabriquer des échantillons. Un petit peu comme les gens qui font des flacons de parfum. Vous savez, ils font un petit modèle réduit pour que vous ayez envie d'avoir le grand. Le sondage d'opinion, c'est ça, c'est la manière de construire un échantillon pour nous donner à voir un phénomène plus global. Par exemple, on va interroger une petite partie des électeurs pour essayer d'estimer ce que sera le résultat de l'élection. Parce que oui, si on interroge tous les électeurs, ça s'appelle juste une élection, ça s'appelle plus un sondage. Et là, il y a les sondages, ça vient il y a très très longtemps en fait, c'est pas un truc récent. En fait, ça vient bien sûr de l'industrie minière, de l'industrie pétrolière. Quand les mecs, ils achetaient des arpents et des arpents de terrain dans le Wyoming ou je sais pas où, ils n'allaient pas tout retourner tout de suite pour trouver du pétrole ou du fer ou je ne sais quoi, au petit bonheur la chance, non. Ils mettaient des petites sondes dans le sondage. Et en fonction de ce qu'ils trouvaient, ils pouvaient essayer d'estimer ce qu'ils allaient trouver dans le sol, et en gros, ils avaient les meilleures chances de trouver du pétrole. Alors, bon, il y a d'autres endroits où on peut coller des sondes, mais ça, c'est autre chose. Et en gros, il y a deux manières, aujourd'hui, dominantes, si vous voulez, de choisir ces personnes qu'on va interroger pour répondre au sondage. Alors, il y a une méthode qu'on appelle aléatoire. C'est un tirage au sort, ni plus ni moins. Pour sélectionner les gens qui répondent à votre sondage, vous les tirez au sort. Exemple pour un sondage politique, vous prenez les listes électorales, vous tirez au sort les gens, et puis voilà, vous les interrogez. Méthode aléatoire. Ça, c'est surtout ce qui est utilisé en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, ce genre de choses, pour faire des enquêtes. Et il y a une seconde méthode, qu'on appelle la méthode représentative, la méthode des quotas. Un truc qu'on connaît tous, auquel on a tous déjà été confrontés, puisque c'est la méthode hégémonique, c'est quasiment, on ne fait que ça en fait dans le sondage d'opinion, où là, c'est intéressant, l'idée n'est pas bête au début, on va essayer de se forger une mini-société, un échantillon, qui sera comme un miroir de la société française. Dans la société française, il y a tant d'hommes, tant de femmes, tant d'ouvriers, tant de cadres. Eh bien, on va essayer d'interroger sur les 1000 personnes à peu près qu'on va prendre, c'est ça à peu près la moyenne, on interroge 1000 personnes dans le sondage d'opinion aujourd'hui. On va essayer de prendre la même proportion d'ouvriers, de cadres, de femmes, d'hommes que dans la société. Dans la méthode aléatoire, bonjour, dans la méthode aléatoire, on le fait aussi si vous voulez, mais on le fait après.
on le fait a posteriori. En fait, on regarde qui on a interrogé et on se reconstruit sa mini-société en donnant une importance différente aux gens, en donnant des poids différents, en pondérant, comme on dit. Et donc, on le trouve après. Alors maintenant, question. Selon vous, de la méthode aléatoire ou de la méthode représentative, quelle méthode est la plus fiable? La première. Ouais. Si je peux vous aiguiller, on vit en démocratie représentative. Est-ce que vous trouvez ça toujours fiable? Ne répondez pas, parce qu'on va avoir des problèmes. Effectivement, madame, c'est la première méthode, la méthode aléatoire. Puisqu'en réalité, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par fiabilité en statistique et en sciences, en général. On est d'autant plus fiable en sciences qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. C'est un peu contre-intuitif, si vous voulez, mais on est d'autant plus fiable qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. Et pour ça, on a un super outil, en fait, en stats, qui s'appelle la marge d'erreur. Et la marge d'erreur n'est, en théorie, calculable que pour la méthode où on tire au sort les gens. Alors, il y a toute une théorie mathématique derrière, je vous la résume, mais en gros, il faut que tout le monde ait la même probabilité d'être interrogé, pour que le calcul soit valide. Ce qui n'est pas le cas du tout quand on présélectionne les gens. On comprend assez facilement, du coup, tout le monde n'a pas la même probabilité. Et donc la théorie statistique nous dit que, normalement, il est impossible de calculer une marge d'erreur dans le cadre d'un sondage par quota. Bon, vous savez tous qu'il y a une différence entre théorie et pratique, ça arrive. Et bon, en fait, le calcul, normalement, n'est pas considéré comme valide, mais il est largement accepté par la profession. On considère que c'est l'empirisme, l'expérience qui a parlé, pas la théorie. Bon. Et la marge d'erreur est un truc qu'on voit très très peu, en fait, dans les sondages. Alors, on a commencé à les voir apparaître en 2017. Aujourd'hui, il y a quelques journaux, je pense au Monde notamment, qui est assez, comment dire, assez pointu là-dessus, et maintenant, eux, ils les donnent, mais ça reste assez rare de les voir, alors que c'est une obligation légale de les faire figurer. Alors, dans les rapports d'études, pas dans les reprises par les médias, ce qui pose des problèmes. Tenez, un sondage. On vous les présente comme ça, à peu près. Prenons ces deux candidats, totalement fictifs, hein, et pour les besoins de l'expérience, appelons-les Emmanuel Micron, pourquoi pas, et Marianne Lapine. On est sur un second tour d'une élection locale, quelque chose comme ça. Imaginons. Et donc le sondage nous dit, tiens, ce candidat ici est à 53% d'intention de vote, et cet autre candidat ici est à 47% d'intention de vote. Et on oublie un truc assez fondamental qui est la marge d'erreur. C'est là que, quand on bosse avec des accessoires, il faut répéter. Je donne un petit stylo pour faire des annotations. Une marge d'erreur dans un sondage politique, si vous devez vous rappeler d'un truc, rappelez-vous de ça aujourd'hui, c'est à peu près 3 points. Il faut toujours appliquer plus ou moins 3 points aux résultats qu'on voit dans un sondage. Donc, si vous voulez, ici, on est en réalité entre 50 et 56% d'intention de vote, et ici, on va être... Hop, ça fait 44, si je suis encore compté. Entre 44 et 50. Avant de voir ces marges d'erreur, on se disait, bon, bah, c'est plié. C'est le candidat du haut qui va gagner, en fait. Alors que si on fait apparaître l'intégralité des chiffres, les choses deviennent plus compliquées, hein, plus subtiles. En gros, ils sont à peu près à égalité, avec un bonus offensif, bien sûr, pour le gars du haut. Mais c'est moins sexy. Les médias ont tendance à appliquer beaucoup le narratif sportif au duel politique. On veut du duel, on veut de l'affrontement. C'est très très calqué sur les matchs de boxe ou les matchs de tennis. C'est marrant. On casse cet effet-là dès qu'on essaye de représenter les marges d'erreur. Exercice pratique. Sur un sondage, on va laisser tomber les personnages fictifs.
Et donc sur un sondage que j'ai vu récemment, qui mettait Éric Zemmour et Marine Le Pen dans la balance, un genre de primaire de l'extrême droite. Et donc ce sondage, qui date de fin octobre, nous disait Éric Zemmour est à 17%, Marine Le Pen est à 16%. Elle nous donnait une information supplémentaire, c'était plus 2 par rapport au sondage d'avant, il était à 15, il passe à 17. Et Marine Le Pen était à moins 2, donc elle était à 18, elle passe à 16. Le commentaire du sondage était le suivant. C'était quelque chose comme Éric Zemmour décolle, Marine Le Pen dégringole, quelque chose comme ça. Il vous manque une information pour avoir le tableau complet ici, la marge d'erreur était donc de 3 points. Qu'est-ce que nous pouvons collectivement en conclure concernant ce sondage? Tout à fait. C'est qu'en fait, commenter une augmentation ou une baisse de 2 points alors que la marge est de 3 points, ça ne sert pas à grand-chose, si vous voulez, de commenter un truc pareil. Et de même, hein, 17-16, dès que les écarts sont en dessous de la marge d'erreur, en gros, mieux vaut s'abstenir de commentaires. Considérons que ces deux protagonistes sont à égalité. Sont à égalité. Enfin, donc voilà, souvenez-vous, 3 points de différence. Et on n'en a plus besoin, on ne va plus voir leur sale tête. Alors, oui. La marge d'erreur, elle est toujours la même, quel que soit le niveau du personnage. Et ça attend ou 20%. La marge d'erreur, elle dépend du nombre de personnes qui ont été interrogées. Là, je vous dis 3 points. Les plus ou moins 3, c'est quand 1000 personnes sont interrogées. Ce qui est en moyenne ce qu'on fait aujourd'hui dans un sondage d'opinion en France, 1000 personnes. Mais c'est une très bonne remarque. Parce que hier, je regardais un sondage qui disait que, en gros, les chefs d'entreprise allaient voter Emmanuel Macron à 43%. Il y avait 3 autres candidats en dessous qui étaient à 15, 16 et 17, donc ils étaient à égalité. Sauf que là, ils avaient interrogé 500 personnes. Et donc la marge d'erreur, elle était de 4,5. Donc en fait, moins vous interrogez de personnes, plus la marge d'erreur est élevée, et plus vous interrogez de personnes, plus elle est faible. Un des derniers gros sondages qui a été fait, je crois que c'était tout début novembre, il y a eu un baromètre, il me semble que c'est l'IFOP qui l'a fait, et ça a confirmé un baromètre où on a interrogé 16 000 personnes. C'est gigantesque. 16 000 personnes, ça a coûté un pognon assez dingue. Et la marge d'erreur, elle était réduite, elle était plus que de 0,2 points. Donc plus on interroge de gens, et plus la marge d'erreur baisse. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'information du nombre de gens interrogés. Et c'est le seul critère qui est... Je prends l'exemple, à une époque, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais à une époque, quand ils expliquaient des fois qu'ils avaient mal estimé le score de l'extrême droite, ils disaient parce que c'est un électorat qui avait plus de mal à indiquer qu'ils avaient voté. En fait. Cash. Parce que c'est des choses qui prennent en compte en disant bah tiens tel candidat et les électeurs vont peut-être moins le dire. Donc vous voyez ce que je veux dire en fait. Ouais. Ils pondèrent mais sur des critères un peu subjectifs en fait. C'est ça. Oui, il y a eu pendant très longtemps un phénomène de vote caché, notamment pour l'extrême droite, quand c'était encore honteux, si vous voulez, de voter à Front National. Les sondeurs, après la fameuse rouste qui se sont prises, comme on s'est tous pris, de Jean-Marie Le Pen au second tour, se sont quand même vachement questionnés. Ils ont dit là, on a quand même raté un truc. Et donc ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des redressements. Donc à corriger, en fait, mais de façon très, je dirais pas forcément subjective, mais de manière opaque, dirons ces trucs-là. Donc ils font des contrôles par rapport à ce que les gens avouent avoir voté aux élections précédentes, par exemple, ou par rapport à ce qu'on sait du vote dans certaines catégories de la population, et donc on va remettre en question effectivement les réponses des gens. Ce qui pose problème,
ce qui pose question en tout cas, pas forcément problème, mais qui questionne, puisque les entreprises qui fabriquent ces sondages ne donnent pas quelles sont les clés du redressement, ne donnent pas la méthode n'est pas publique. Ils se cachent derrière le secret commercial et le secret des affaires. Alors que quand un universitaire peut faire le même genre de calcul, de redressement, lui il vous donnera, forcément, pour que vous compreniez la recette, il vous donne l'intégralité de la recette. Et pour les sondages d'opinion, les sondages commerciaux, dirons-nous, c'est quelque chose qui est donc pris en compte, mais dont on ne sait pas comment. Et ça pose vraiment question. Apparemment aujourd'hui, ce que disent Brice Teinturier et les gens qu'on voit beaucoup à la télé, c'est qu'ils le prennent de mieux en mieux en compte et que les gens le cachent de moins en moins, en fait. C'est devenu beaucoup plus banalisé de voter, notamment à l'extrême droite. Donc, normalement, c'est un peu mieux pris en compte. Bon, vous voyez tous les défauts qu'a cette méthode des quotas. Alors comment ça se fait qu'elle ait pris cette position complètement hégémonique aujourd'hui? Parce que je dis, c'est la seule méthode qui existe dans les entreprises de type Ipsos, IFOP, OpinionWay, tout ce qu'on peut voir dans les médias. Pour comprendre pourquoi c'est devenu hégémonique, il faut revenir, il faut faire un voyage, il faut revenir au début du XXe siècle, aux États-Unis. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, les gens commencent à se passionner vraiment très très fort pour leurs élections présidentielles tous les 4 ans. C'est le début de la politique spectacle un petit peu, donc ça commence à marcher fort. Et donc tous les 4 ans, il y a des journaux, des périodiques, alors des trucs qu'on ne connaît pas nous forcément, mais le Literary Digest, aussi qui a donné le Reader's Digest, tiens, chez nous, on connaît. Le Ralistin, beaucoup de journaux, des périodiques, des magazines, qui mettent avant les élections des petits bulletins à découper dans leur magazine, et en disant aux gens, ah bah tiens, écrivez pour qui vous allez voter à l'élection, et puis renvoyez-nous le petit coupon, comme ça, nous, on publiera, et puis ça fera un genre de prévision, et puis on va se marrer. Alors ces trucs-là se vendent comme des petits pains, parce qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence, on adore donner notre avis, c'est comme ça. Ça se vend comme des petits pains, autant vous dire, des fois ça marche, des fois ça se plante. On comprend bien pourquoi. Si demain, Libération, l'Humanité et le Figaro faisaient le même type de truc, il y aurait quand même 3 résultats sensiblement différents. Bon, les mecs débutés, ils n'avaient pas encore tout à fait compris ça. Alors voyons ça. Oui, ça s'appelle des straw polls. Alors, excusez mon anglais, des straw polls, des votes de paille. En français, on dirait des votes pour rire, des votes pour du beurre. Voyant ces campagnes-là de vote de paille, il y a un petit gars qui s'appelle George Gallup. George Gallup, c'est un cadre, si vous voulez, du marketing communautaire, du marketing ciblé. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec a une énorme base de données clients. Base de données, c'est des fiches Bristol, parce qu'on est en 1936, sur l'histoire que je vous raconte, donc il a des fiches en carton. Mais il a une immense base de données, et si vous voulez savoir quel sera le prochain produit qui va cartonner auprès de la ménagère du Midwest, vous appelez ce gars-là. Si vous voulez savoir ce qui va cartonner auprès des jeunes Afro-Américains de Géorgie, vous appelez ce gars-là. Et donc lui, il voit les straw polls et il se dit, tiens, je pourrais appliquer ma méthode marketing aux élections, parce que bon, après tout, consommation, élection, il y a un produit, c'est le candidat, il y a un consommateur, c'est l'électeur. Pour un Américain qui fait du commerce, si vous voulez, à cette époque-là, ça tombe sous le sens. Et donc il bosse, il bûche, et il enquête 50 000 personnes. Je vous ai dit qu'on avait fait 16 000 personnes là récemment, et que c'était déjà énorme. 50 000 personnes, c'est fou. Complètement fou. Donc il s'y met, lui et son équipe, il se fabrique une mini-société américaine, en faisant des quotas. Et donc en 1936, au jour de l'élection Alfred Landon contre Franklin Delano Roosevelt, quand tous les bulletins de straw polls, vote de paille, donnent Alfred Landon gagnant, eh ben, George Gallup prédit le résultat à la décimale près. Le résultat, on le connaît peut-être, parce que vous vous souvenez peut-être du nom de Franklin Delano Roosevelt, ça vous dit peut-être un truc, alors qu'Alfred Landon est retombé dans les oubliettes de l'histoire. À la décimale près, George Gallup dit, bah non, c'est Roosevelt qui va être élu. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Et donc les gars sont humiliés. C'est la fin des votes de paille, ça se fera plus jamais.
Et c'est comme ça, sur cette espèce de coup de poker. Alors le mec était sûr de son coup, si vous voulez, mais c'était la première fois qu'on mettait en doute ça, et qu'on mettait en œuvre une vraie méthode pour essayer de prédire une élection. Et il sort complètement gagnant, ça tiendra. Le tout premier institut de sondage dans le monde, qui existe encore aujourd'hui, l'Institut Gallup. Alors voyant ça, aux États-Unis, il y a un petit gars, un petit jeune, un petit français, qui s'appelle Jean Stutzel. Jean Stutzel, il fait ses études là-bas, il est démographe. Alors la démographie, c'est un truc sérieux, c'est un peu aride, ça parle de natalité, de mortalité, de migration, c'est très très utile. C'est très aride mais très utile. Pour le coup, on est vraiment dans une grosse branche des maths. Et il voit ça, et il est vachement époustouflé, parce qu'il vient de faire l'ami George Gallup là. Et il se dit, j'aimerais bien apprendre la technique pour la ramener à la maison, quand j'aurai fini mes études. Et c'est ce qu'il fait. Et donc quand il revient en 1938 en France, il fonde l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, qui existe encore aujourd'hui, et qui est donc le tout premier institut de sondage français. Alors en 1938, l'IFOP est on peut vraiment appeler ça un institut de sondage, parce que c'est comme un laboratoire de recherche indépendant. Ils s'auto-saisissent de leurs questions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de clients. En fait, ils disent, tiens, on va bosser là-dessus, et puis on va publier. Ils ont une petite revue dans laquelle ils publient leurs résultats. Et ça marche très très bien. Vous savez ce que c'est la première question de sondage qui a été posée en France? On est en 1938, pour remettre dans le contexte. Et la toute première question qui a été posée dans le sondage en France par l'IFOP, c'est « Approuvez-vous les accords de Munich ?» Alors, les accords de Munich, pour résumer à la serpe, vraiment très très rapidement, c'est quand tous les pays d'Europe se sont mis d'accord pour laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. Hein, voilà. S'il y a des historiens, je suis désolé, mais c'est à peu près ça. Et donc, la majorité des Français va répondre oui. Oui, on est d'accord pour laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. Il y a une question subsidiaire, en revanche, 70% des Français répondent par contre, c'est la dernière fois qu'on lâche un truc avec un. Après on se la colle. Et c'est donc ce qui s'est passé. Première question qui a été posée. Vous voyez, c'était les questions de société déjà. Pendant la guerre, l'IFOP sera mis en sommeil, disons, comme toutes les activités. Et après la guerre, l'Europe est ruinée, la France est ruinée, donc il n'y a pas de raison, l'IFOP est ruiné également. Et donc Jean Stutzel, le fondateur, va être forcé de se mettre en quête d'actionnaires pour renflouer, si vous voulez, un petit peu les caisses et pour pouvoir continuer d'exister. Donc en fait, l'IFOP aura duré à peu près 3 ans, puisque il s'était mis en sommeil pendant la guerre. C'est le régime de Vichy qui a interdit la publication de sondages, hein, tout simplement en 1941. Donc l'IFOP, indépendant, a vraiment duré 3 ans. Après la guerre, s'est ouvert une autre ère, une ère un peu plus business, dans laquelle on peut croiser de sacrés personnages. C'est là qu'ils commencent à faire des études de marché, des études de conseil pour des grandes marques, etc. Toute une bande de consultants de Golden Boys vont commencer à arriver juste après la guerre, jusque dans les années 80 à peu près. Donc, comme je vous ai dit, une galerie de sacrés personnages. Moi, j'en ai sélectionné un seul, parce que c'est mon chouchou. Il s'appelle Jean-Marc Lèche. Moi, je l'appelle Jean-Marc, parce que c'est vraiment le meilleur. Jean-Marc Lèche, c'est un gars qui est connu pour être le premier à avoir truqué un sondage en France et s'être fait choper. C'était en 77. Revenons en 1977. En 77, Valéry Giscard d'Estaing est président, le plus jeune président de la République à l'époque. Et il est en train de bosser sur une petite politique là, de sa façon. Il se dit, tiens, il y a plein d'immigrés qui sont venus en France pour aider à reconstruire le pays après la guerre. Moi, j'aurais bien envie qu'ils retournent chez eux. Donc, j'aimerais bien bosser sur une idée, c'est-à-dire leur donner une prime de retour, un petit bac-chiche, quoi, pour qu'ils rentrent dans leur pays. Alors, il appelle l'IFOP, qui a un monopole de fait à l'époque sur les sondages, et il appelle Jean-Marc Lèche, mon gars Jean-Marc. Jean-Marc dit, ok, très bien, je te fais un sondage. Et donc, à la question, êtes-vous favorable au principe d'une prime de retour pour les immigrés dans leur pays d'origine? Les Français vous répondent oui. Les immigrés dans leur pays, oui. La prime, par contre, non. Non, ça, on reste là. Bon, là, regarde, ça, c'est dans la poche. Jean-Marc Lèche racontera dans ses mémoires, bien plus tard, qu'il avait jugé bon de changer un peu les chiffres pour atténuer un certain racisme latent, si vous voulez, des Français qui transparaissaient dans
dans ce sondage. Alors, manque de peau pour Jean-Marc, un certain hebdomadaire satirique paraissant le mercredi, le Canard enchaîné, toujours dans les bons coups, tombe sur les bons chiffres et publie ça en une, en 81, 3 ans seulement plus tard. Hein. Et ça fait un scandale. C'est le premier sondage documenté, si vous voulez, de l'histoire de France. Bravo Jean-Marc. Alors lui dit que c'est pour la bonne cause, mais bon, on le croit qu'à moitié. Alors bon, Jean-Marc, il ne s'arrête pas là. En 83, par exemple, il est client de Laurent Fabius. Vous vous rappelez de Laurent Fabius? Ouais. Laurent Fabius, oui, c'est en 83, je crois, il commande un sondage parce qu'il va faire un débat à la télé contre Jacques Chirac. Et il a envie de savoir ce que les téléspectateurs ils ont pensé de sa petite prestation. Alors, le problème, c'est que le sondage va hyper mal se passer pour Lolo. C'est-à-dire qu'il va se faire complètement bouffer et Chirac finira par le traiter de roquet devant des téléspectateurs, je ne sais pas combien de téléspectateurs, mais beaucoup trop de téléspectateurs pour l'ego de Laurent Fabius. Jean-Marc va annuler en catastrophe la publication du sondage, pour pas froisser le gars qui le paye, hein, c'est encore une fois toujours la poche. Hein. Voilà, le genre de malversation et de petits arrangements avec la réalité, on va dire, qui étaient devenus monnaie courante à l'IFOP, mais dans d'autres instituts de sondage également, hein, bien sûr. Tous ces arrangements avec la réalité, ces trucages, ces manipulations vont pousser le fondateur, Jean Stotzel, à la démission. Triste qu'il est de voir son bébé devenir un monstre. Voilà. Et ce sera une nouvelle étape encore plus business, si vous voulez, dans l'histoire de l'IFOP. Jean-Marc a été puni dans cette histoire. Parce que, une fois que Jean Stotzel, le fondateur, démissionne, il voulait prendre sa place. Il voulait prendre la place du grand chef. Seulement, l'actionnaire majoritaire, il voulait placer son fiston à lui, en tant que grand chef. Et donc, Jean-Marc Lèche quittera aussi l'IFOP. Bien fait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, cet actionnaire majoritaire, hein, qui punit Jean-Marc, qui revend, qui place son fils, et qui revend ses parts juste après, hein, en fait, parce que le mec s'en foutait un peu, au final, je pense, d'avoir un institut de sondage. Je me suis demandé, j'ai pas trouvé qui c'était, son nom n'est indiqué nulle part. Et je me suis posé la question de savoir à qui appartenaient ces trucs, Ipsos, IFOP, OpinionWay, ces machins. Donc on ne sait pas qui c'est cet actionnaire, mais par contre je sais à qui il a revendu ses parts. Vous savez à qui il a revendu ses parts? À Laurence Parisot. Laurence Parisot, vous remettez, ancienne présidente du MEDEF, donc le syndicat des patrons, donc qui a été en même temps, pendant un court moment, mais quand même en même temps, présidente à la fois du MEDEF et du principal institut de sondage français. Ce qui est fort pratique, si vous voulez, pour passer vos trucs un peu pro-business. Alors bon, je me dis, bon ça c'est l'IFOP, on a vu avec l'histoire de Jean-Marc, bon, ils ont un peu perdu la foi les gars au début. Donc je me dis, on va la regarder dans autre truc, tiens, Ipsos, tiens, c'est l'air pas mal. Ben non, fondé par un mec qui est 118e fortune de France. Avec Jean-Marc comme associé en plus. Donc bon, c'est raté. La Sofres, tout le monde connaît la Sofres. Vous savez à qui ça appartient la Sofres? Ça appartient à une société qui s'appelle la Fimalac. Fimalac, c'est la financière Marc Ladré de Lacharrière. Alors Marc Ladré de Lacharrière, c'est qui? C'est un milliardaire déjà. Et puis accessoirement, c'est l'employeur fictif de Pénélope Fillon. Hein, vous savez, la femme de François Fillon, qui a été chopée les doigts dans le pot à confiture. Du politique, on continue sur le politique. Vous connaissez Dentsu Consulting? Dentsu Consulting, il bosse beaucoup avec France Info. Dentsu Consulting, en comptant d'être une filiale du plus grand groupe de pub japonais. Voilà. Le directeur français, il s'appelle Thierry Jadot. Oui, c'est le frère de Yannick Jadot, hein, le candidat d'Europe Écologie des Verts. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Plus je gratte, plus c'est terrible. Alors, je m'en fais un petit dernier, mais OpinionWay, sauve-moi OpinionWay, quand même, ça va être bien, ça. OpinionWay, c'est les meilleurs. Fondés par 2 gars, des experts. Attention, hein. Il y en a un, c'est l'ancien directeur de cabinet de Gérard Longuet. Gérard Longuet, alors pour remettre, hein, c'était un ancien ministre de la Défense sous Sarkozy, et accessoirement, c'était un des cofondateurs d'Occident, un groupuscule de nazis quand il était à la fac. Voilà. Il y a des nazis dans l'histoire, je ne peux pas faire mieux, quoi. Voilà. Et le deuxième, il s'appelle Denis Pingot. Et Denis Pingot, bah, c'est un consultant, surtout connu pour être mis en examen pour surfacturation de procédures de consultants. Auprès de qui? Auprès de Mathieu Gallet, président de Radio France.
Tout ça sur le service public, quelle indignité. Et plus on gratte, et plus on trouve des... Voilà, ça s'arrête jamais. Ils couchent tous ensemble, en fait, les gars. Oui, c'est ça qu'on appelle en fait une emprise. Quand les pouvoirs économiques, politiques, médiatiques tiennent ensemble les rênes de l'opinion, ah ben là, on n'est plus trop sur la statistique qui va aider à faire voir les invisibles, à révéler des phénomènes sociaux. Vous comprenez, on est loin de la sociologie, là. On n'est pas woke. Non, on est sur de l'influence. On est sur une institution toute orientée vers un seul truc, en fait. C'est de promouvoir... Déjà, c'est de rester en vie. C'est des boîtes privées, hein, donc leur but, et je leur en veux même pas pour de ça, leur but, c'est de survivre. Donc, ça va être de maximiser leur profit, leur but, et accessoirement, comme ils manipulent des idées et de l'opinion, ça va être de mettre en avant l'idéologie qui va leur permettre de maximiser leur pognon. Voilà. Idéologie capitaliste, ça s'appelle. Et ça s'arrête même pas là. Saviez-vous que depuis le 1er janvier 2018, les sondages d'opinion sont rentrés officiellement dans la méthode de calcul du temps de parole des partis et des groupes politiques dans les médias, à la télé, à la radio? C'est ce monsieur-là qui a fait. C'est grâce à lui. Attention, je ne dis pas qu'avant c'était parfait. Hein. Avant, le temps de parole dans les médias, donc à la télé, à la radio, pour les groupes politiques et les partis politiques, c'était basé sur le nombre de maires, sur les résultats aux élections, sur le nombre de députés, de parlementaires, etc. Là, c'était pas parfait, mais ça venait du fonctionnement démocratique quand même de la société. Là, il s'agit de faire rentrer des estimations produites par des boîtes privées qui roulent que pour elles-mêmes et dont la pratique est contestable à la fois parce que, comme on le disait tout à l'heure, les méthodes sont très opaques. Et en plus, je vous ai parlé d'un certain candidat tout à l'heure, Sneagol. C'est eux qui ont décidé, c'est les boîtes de sondage qui ont décidé de le tester dans les sondages, le mec n'est pas candidat. Donc en plus, si vous voulez, ils ont un véritable pouvoir sur qui va rentrer dans la tête des gens. Parce que c'est ça leur travail, c'est de faire rentrer des idées dans la tête des gens. Mais bon, tout ça, les temps de parole des partis politiques, je vous parle de tout ça, on s'en fout en fait pour de vrai. On s'en fout parce qu'on n'en a plus besoin. Parce qu'on a un super président. Ah ouais? Bah si, il transcende les partis, il est au-dessus de tous, lui, voyons. Et c'est quand même le mec qui a instauré la démocratie directe et participative dans ce pays. Hein. Je vous sens super sceptique, là. Non, sérieux? Attends. Vous vous rappelez pas? Le grand débat. Le grand débat, si ça c'était pas la démocratie directe et participative, je m'y connais pas. Hein. Vous avez participé, moi, à ça, au grand débat? C'était il y a longtemps, déjà. Hein. Ça nous paraît une éternité, presque. Personne, non? Oui? Oui, c'était une réunion, etc. Bon, effectivement, moi ça m'a pas du tout plu, j'ai abandonné. Ah, vous l'avez fait en vrai, en plus. Pardon? Vous l'avez fait en vrai, en plus, dans une vraie réunion. Quoi. Et j'étais, c'était coteau, hein, c'était, effectivement, ça volait pas haut, et puis bon, de toute façon... On était pas sûr du résultat. Ah, il y a différentes façons, hein. Il y avait différentes façons d'y participer, effectivement, donc il y avait la vraie façon concrète de madame, dans les réunions. Des fois, vous pouviez croiser Jupiter en personne. Il y avait des cahiers de doléances dans les mairies, des trucs comme ça. Puis il y avait un super questionnaire sur Internet. Alors moi, comme j'aime beaucoup la démocratie, mais que j'ai quand même peu de temps à les consacrer, je suis allé voir ce petit questionnaire sur Internet, et franchement, c'était... Non, ils ont pris pour des cons, les mecs. C'est impressionnant. Je vous ai sélectionné 3 questions du grand débat qui vont illustrer quelque chose qui est aussi important dans les sondages. Là, il s'agit du grand débat, hein, mais ça marche pas pour les sondages. C'est la manière dont on peut orienter les questions. Alors, je vous propose de jouer tous ensemble avec ces 3 exemples à question pour Macron. Attention, il faut être au taquet. On va rejouer le grand débat tous ensemble aujourd'hui. Alors, première question. Alors, il y a un 10.
pas chez vous. Première question, soyez sur le coup. Top. Faut-il diminuer le nombre de parlementaires? Députés plus sénateurs égale 925. Oui ou non? Ouais, tiens, levez la main, tiens, ceux qui sont plutôt d'accord. Faut-il diminuer le nombre de parlementaires, entre parenthèses, députés plus sénateurs égale 925? Pas mal. Moi, j'ai envie de vous la proposer. On aurait pu la poser dans d'autres termes. On aurait pu la poser comme ça. Faut-il augmenter le nombre de parlementaires, entre parenthèses, députés plus sénateurs, égale 1 pour 70 000 habitants en France? Vrai chiffre. Ça change un peu le truc, vous voyez? Parce que, bon, la petite parenthèse, député plus sénateur égale 925, ouais, je me dis, bah, ouais, c'est pas loin de 1000, ça fait beaucoup, mais en fait, on sait pas vraiment. J'aimerais savoir comment ça marche dans les autres pays, si c'est beaucoup ou pas, je sais pas. Alors que quand on dit 1 pour 70 000 habitants, à la limite, moi je trouve qu'on n'est pas super bien couvert. Mais peut-être que je me gourre. Donc ça, le fait d'avoir mis, entre parenthèses, une petite indication, si vous voulez, c'est en sociologie, en psychologie, on appelle ça un effet de priming. C'est un effet que moi j'appelle la réponse, c'était peut-être dans la question, si vous voulez. Donc c'est fait pour... Voilà. Alors eux, ils vont dire, non, c'est pour vous donner une information objective, sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner dans notre cerveau. On va recevoir, nous, cette information comme un biais, en fait, et ça va venir biaiser nos réponses. Allez, seconde question, celle-là je l'aime bien, elle est en 2 parties, attention, c'est une petite variante. Attention, top. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout réduire les dépenses publiques, augmenter les impôts, faire les deux en même temps? Ou bien, je ne sais pas. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur l'honnêteté des gars qui ont quand même mis une réponse « je ne sais pas ». Ils ne sont pas allés jusqu'à mettre une autre 2 points précisés. Parce que ça savait très bien ce qui allait se passer. Hein, une bande de communistes qui allait se pointer et dire qu'il fallait augmenter les cotisations sociales. Calmez-vous. Cette question était donc en 2 parties. J'adore en plus le petit taquet qu'ils mettent au milieu. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. T'orientes à mort. Et donc, la seconde partie de cette question, c'était... Ah oui, non, mais attendez, je vous ai même pas fait répondre. Selon vous, afin de réduire le déficit de la France, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les dépenses, on augmente les impôts, on fait les deux en même temps? Des propositions radicales. Bah oui, parce que réduire les... On va être dans l'idée contre l'augmentation des impôts, mais réduire en même temps les dépenses publiques, c'est délicat. Oui, d'accord. Donc, par défaut, c'est une réponse par défaut qu'on va donner. C'est délicat d'augmenter les impôts. Instinctivement, bon, on se dit... C'est une réponse par défaut qu'on va donner. Ouais, mais bon, vous inquiétez pour rien. En fait, il était inutile de répondre à cette question, puisque la question qui suivait juste en dessous, hein, alors j'ai les captures d'écran, je peux vous les envoyer par mail si vous voulez, je les ai à la maison. La question qui suivait juste après, c'était « Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité ?» Cette question-là, ça veut dire on s'en fout de ce que vous avez répondu à la question d'avant. Nous, notre délire, c'est de réduire les dépenses. Donc voilà. Donc ça, encore une fois, en sciences sociales, ça s'appelle un effet de halo. Un effet de halo, c'est le même effet que la question d'avant, si vous voulez, sauf qu'on fait sur plusieurs questions. C'est un peu un effet entonnoir, si vous voulez. Vous construisez au fur et à mesure un entonnoir de réponses qui vont amener les gens à répondre précisément ce que vous aviez prévu qu'ils répondraient. Là, à savoir, ils vont même vous donner des éléments, des propositions de dépenses publiques à couper, alors qu'à la base, peut-être, ils ne voulaient pas. Et là, la seule option de réponse que vous proposez, c'est bien de réduire les dépenses publiques. Alors, comment dire? Les psychologues et les sociologues, ils connaissent ces trucs-là, mais c'est justement pour les éviter. Pour éviter de manipuler les réponses, parce qu'ils veulent des réponses honnêtes. Là, c'est pas tout à fait le même délire. Bon, allez, une petite dernière. Celle-là, c'est l'effet... je ne lui ai pas trouvé de nom officiel, donc moi je l'ai appelé l'effet Portnawatch. Vous allez voir. C'est pas mal, par contre, il faut que je prenne un peu mon souffle.
Savez-vous quels sont les différents échelons administratifs, entre parenthèses, État, collectivités territoriales telles que la région, le département, la commune, opérateurs tels que Pôle emploi ou la caisse de location familiale, 3 petits points. Fermez votre parenthèse. Dans votre territoire, oui ou non? Oui ou merde? J'adore. C'est là, moi je l'aime beaucoup. Alors, passons sur le fait que les mecs fassent une parenthèse qui fait approximativement 3 km de long, en détaillant absolument tout et en mélangeant tout, hein, bien sûr. Il n'y a rien de commun entre une commune, justement, et Pôle emploi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc les mecs, ils mélangent tout, font une parenthèse énorme comme ça, pour vous demander si vous connaissez tout dans votre territoire. Tout ça pour vous amener à la question, encore une fois, qui suit. Trouvez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France? Oui ou merde? Bon, si, un truc quand même, il est impossible de répondre à cette question-là. Savez-vous quels sont tous les échelons administratifs de votre territoire? Déjà parce que, effectivement, c'est un peu le bordel, le millefeuille administratif en France, effectivement, je comprends. Donc il y a quelques experts en droit administratif qui doivent connaître ça. Mais c'est surtout, le problème, c'est dans votre territoire. En fait, ces questions sont très très mal posées. Voilà, c'est de quel territoire on parle? Parce que moi, je pourrais répondre pour mon quartier. Dans mon quartier, oui, il y a un pôle emploi, mais il n'y a pas la mairie. Si vous êtes Bernard Arnault, ça va être Le Monde, votre territoire. Si vous êtes Elon Musk, ça inclura Mars et sa proche banlieue. Vous voyez, c'est très différent en fonction des gens, quoi. Donc voilà. Et tout ça pour que, on vous demande après, pensez pas qu'il y a trop. Ça me fait penser à un truc, ça. C'est un peu comme si on demandait aux gens, vous savez combien il y a d'immigrés en France? Non. Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop d'immigrés en France? Ah oui, oui. Mais bon, c'est. Vous avez compris le principe, hein. C'était que des trucs comme ça, hein. C'était absolument génial. Et c'est un peu gros quand même. On les a vus venir, les gars, avec leurs gros sabots. Je vous disais que les sociologues, les psychologues étaient formés à tout ça pour éviter d'influencer les réponses, justement parce qu'ils voulaient des réponses satisfaisantes. Les officiers de police sont également formés à ce genre de trucs, hein, pour que quand ils mènent des interrogatoires, ils évitent d'influencer et que ça fasse des faux témoignages. Donc vous n'allez pas me dire que si des flics sont capables d'intégrer ça, c'est des mecs qui ont fait l'ENA quand même, hein, qui ont conduit le truc. Hein. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils ne savaient pas faire. C'était bien de la mauvaise volonté. C'était bien qu'il y avait quelque chose derrière. Ils voulaient nous enduire avec de l'erreur, comme ça, pour qu'ils puissent justifier ce qu'ils avaient déjà prévu de faire. Et c'est très facile de manipuler les questions comme ça. C'est vraiment très facile. Ça n'a pas décrédibilisé le... Mais si, tout le monde s'est moqué. Bah ouais, mais au final, c'était volontaire. Peut-être qu'ils voulaient saboter leur truc, je sais pas. Alors, ça, je saurais pas dire, mais en tout cas, on a vu le résultat. C'est quand même super gros. Enfin, il peut se faire avoir, mais des fois, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir répondu clairement ce qu'on pense. Mais là, honnêtement, c'est grotesque tellement. Ouais, non, là, ils ont abusé. Bah ouais, mais bon, c'est. C'est dégueulasse de faire ça. Le faire comme ça avec des gros sabots, bon, on le voit. Ouais, il vaut mieux le faire avec des gros sabots, au moins, c'est plus dégueulasse de le faire de manière subtile, si on peut dire. Ouais, mais là, c'est bâclé, si on peut dire. Enfin, je sais pas, ça décrédibilise le sujet du grand débat. Et... Oui, totalement, et vous savez bien. Il y a eu de l'adhésion, ce truc-là ou... Non, en plus, apparemment, il y avait une personne dans une salle, c'était pas la semaine dernière, c'était la fois d'avant, qui me disait qu'en plus, le site n'arrêtait pas de cracher. Donc en plus, c'était quasi impossible d'y répondre. En gros, c'était pour dire on l'a fait parce que je l'avais mis dans ma liste électorale, mais en fait, il n'y avait rien derrière. Ouais, c'est bien possible. De toute façon, il n'est pas ressorti grand-chose du grand débat. On sait que les cahiers de doléances qui étaient faits en mairie, par exemple, restent à dormir dans les archives départementales et qu'en fait, personne n'a vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. Donc j'imagine que le même sort a été réservé à ces questions biaisées du questionnaire pour le grand débat, quoi. Donc vous avez bien compris le truc. Moi, je voulais dire quelque chose. Vas-y. C'est un peu lié à là. J'ai travaillé en tant que statisticienne il y a 30 ans, 40 ans, à la ville de Paris. Bon, je peux dire que j'ai démissionné. Enfin, on a démissionné, en fait, quelque part, parce que
justement demandé de faire des enquêtes, etc. Et on nous donnait le résultat à l'avance. Ouais, voilà. Vous connaissez la On a fait blague. l'enquête et c'était ça le truc. Vous connaissez la blague. Nous, on a une blague dans nos bureaux. Voilà. C'est un directeur qui rentre dans... Non, c'est un directeur qui rentre dans le bureau et qui dit voici les résultats, je voudrais l'étude qui va avec. Ça vous est arrivé? Ça n'a peut-être pas un peu changé maintenant, mais enfin, parce qu'il y a 40 ans, bon, enfin, je pense pas quoi. On est toujours là. Ouais, c'est ce que je voudrais dire à la fin, mais bon, je pense que ça se présente bien. Et on se moque des élections en Russie. Alors oui, alors eux, c'est ça. Alors eux, ils font les trucs, ils ont des résultats à plus de 100% aussi des fois. Ça, on avait vu passer ça, ouais. Du coup, c'est un peu moins subtil. En parlant de subtilité, vous avez vu, et je vais vous proposer ça pour terminer ce moment où je parle tout seul, on va enfin se mettre vraiment à discuter. Ces questions-là, pour un Macron, c'est vraiment très facile, et c'est très grossier de faire. Et c'est tellement facile que ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est qu'on en invente une ensemble, avant de se quitter. Je vous ai préparé 6, je crois, j'ai pris 6 thématiques, si vous voulez, des sujets de société clivants. Et si ça vous dit, si ça vous dit pas, c'est d'en tirer une au sort et d'essayer d'inventer une question orientée. Alors en plus, vous êtes en 2 parties, donc on va peut-être me faire un truc, une pour et une contre. Une main innocente. Alors, tiens, collègue, si vous tirez un petit carton, alors, il y a une phrase écrite dessus. L'exploitation des ressources du pôle Nord. Ah, l'exploitation des ressources du pôle Nord. Est-ce qu'on peut s'inventer une question sur ce thème? Ce que je vous propose, c'est que de ce côté-là, on fasse une question orientée pour l'exploitation des ressources du pôle Nord, et que de ce côté-là, on fasse une question contre. Mais orientée pareil, attention. On va pas faire ça comme ça, on va prendre quelques minutes, on peut discuter entre vous. Quels pourraient être les arguments pour, les arguments contre, qu'on puisse tordre un petit peu à la manière du grand débat. Posons-nous. Deux négations. Jean, êtes-vous contre la suppression de l'interdiction de l'exploitation des... C'est pas mal ça. C'est très bon ça. Tout le monde a entendu? Attendez. Je propose une question avec 2 négations. Du genre, êtes-vous contre la suppression de l'interdiction de l'exploitation des zones arctiques? Double négation, ça marche très très fort, effectivement. Oui, c'est ça. Quelqu'un? Mais oui, mais vous voyez, ça a apporté tous. Pas besoin d'être des cadors, hein. On est des imposteurs. Ah, c'était une variante, si, ça peut vous aider. J'avais une variante avec les gaz de schiste une fois qui m'avait été posée. Vous vous rappelez des gaz de schiste? C'était un truc, on n'en parle plus trop maintenant. Et il y avait 2 variantes de questions. C'était, pensez-vous qu'il faille exploiter les gaz de schiste, sachant que les ressources dans le sous-sol français sont considérables et assureraient l'indépendance énergétique de la France? C'était la question. Ah bah du coup oui. Et l'autre question c'était... faut-il exploiter les gaz de schiste, sachant que les ravages sur l'environnement sont considérables et que ça produit des tremblements de terre dans les jardins des gens? On peut tordre les trucs à ce point-là, si vous voulez. Oui, oui et non. Je vais faire comme beaucoup, oui et non. Oui et non. On peut mettre une réponse, je ne sais pas. Donc beaucoup, c'est
c'est oui et non. C'est très, très tendance, très mode. Oui et non. Ça, nanana, ça c'est rouge, c'est vert. Oui et non. C'est très tendance. Non mais ça... On a dit, pensez-vous que l'exploitation à outrance des ressources du pôle Nord ait une influence sur le réchauffement climatique? Oui, non, je ne sais pas. Alors Zemmour dirait, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du climat, etc. C'est là-dessus que se basent les trucs un peu climato-sceptiques, on ne sait pas. Alors qu'on sait, hein. Pensez-vous que les ours blancs continuent de... On a vu de protéger les ours blancs, et nous partisans de l'interdiction de l'exploitation des zones d'arbres. Mais oui, c'est bien. Les ours blancs et des bébés phoques. Les gens qui sont les amis des animaux votent. Oui, mais... bien sûr. Mais il faut mettre des bébés phoques. Sachant que les ressources arrivent à leur terme et vont provoquer un effondrement, pensez-vous que nous devrions exploiter ce vaste territoire? Magnifique. C'est magnifique. Inhabité. Oui, il faut rajouter plein de trucs. Hein, En fait, moi, ce que je comprends à travers ce que disaient les messieurs qui proposaient des questions, c'est que systématiquement, il faut une introduction extrêmement culpabilisante pour présenter la question, quoi, finalement. C'est pas forcément systématique, mais ça marche très bien. Ouais. C'est pas forcément systématique, on peut faire autrement, mais ça marche très très bien. Tout ce qui va commencer par... C'est le sentiment dominant, quoi, la culpabilité en introduction, pour introduire le début de la question jusqu'à sa fin. Oui, alors si on veut, là voilà, si on veut manipuler. Et si on... Alors, le but du jeu, c'était d'orienter à mort. Orienter, manipuler, c'était ça. C'est de façon manipuler, d'accord. Oui, c'est le but du jeu. Pour qu'on puisse, après, tous collectivement, une fois qu'on en a fabriqué une, on sait comment les repérer maintenant. Et donc, vous saurez comment les repérer. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, j'ai réussi à vous filer 2-3 tuyaux, en fait, aujourd'hui, avec ce petit cours d'autodéfense collective. Je pense que vous êtes armés pour la période qu'on va vivre tous ensemble. Là, faites attention, hein. Ipsos Opinionway ont dit qu'ils allaient publier un sondage par jour avant les 2 mois avant la présidentielle. Voilà, donc on aura de quoi faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez été super. Et de toute façon, on continue à discuter maintenant. Merci à vous. Si on crée une base de données aléatoire sur les gens qui tirent au sort, mais malgré tout, l'heure à laquelle on va téléphoner aux gens, change les choses, parce que si vous appelez à 3 h de l'après-midi, vous allez tomber sur des retraités ou sur des inactifs. Donc déjà, avoir vraiment quelque chose de significativement aléatoire, ça va être très difficile. Ouais, ça a été un gros problème, effectivement ça, quand les sondages étaient faits majoritairement par téléphone, effectivement. Aujourd'hui, ils sont faits par Internet, ce qui pose d'autres problèmes. Mais on s'est aperçu qu'il y avait une surreprésentation, effectivement, de femmes au foyer. En fait, tout simplement. Et que du coup, c'était dur d'avoir des travailleurs et des travailleuses. Et on avait une surreprésentation d'inactifs et en gros, femmes au foyer retraitées. Et c'était les personnes qui répondaient le plus, qui étaient le plus sollicitées, ce qui posait d'autres problèmes dans leur vie, on va dire, quotidienne. Pas pour parler de moi, mais je vois ma grand-mère a fini par bazarder son téléphone parce qu'elle avait jusqu'à 30 appels par jour pour des trucs comme ça. Enfin, bah oui, mais si vous voulez, ils essaient de taper là où ils peuvent. Et donc on avait un gros problème effectivement de surreprésentation des femmes au foyer, d'autant plus qu'on s'était aperçu, alors c'était il y a quelques années, les choses changent en ce moment, mais que les femmes au foyer ne se sentaient aucunement légitimes, pour une grande partie d'entre elles, à répondre à des questions politiques, ce qui posait d'autres questions. Elles refusaient un peu plus de répondre à des questions politiques que les hommes. Et donc ça posait des problèmes. Aujourd'hui, c'est fait par Internet, ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on n'interroge plus que des internautes.
ce qui fait d'autres bien. Moi, je voulais juste qu'on parle 2 minutes du format du spectacle, de la conférence gesticulée, parce que je voulais savoir comment est-ce que ça vous est venu, l'idée de présenter ce que vous savez sous ce format-là, comment est-ce que vous avez découvert les conférences gesticulées, si vous pouvez nous parler un peu de ce format très particulier. Tout à fait. Peut-être oui, pour introduire donc, ce que vous avez vu ici, une conférence gesticulée. C'est un mélange des genres. Hein, on mélange un petit peu la conférence, parce que c'est vraiment une conférence, hein, encore une fois, je répète, tout ce que j'ai dit est vrai, caricatural mais vrai, sauf le coût des 10% de réduction. Ça mélange également ce qu'on a, comment dire ça, des savoirs académiques et des savoirs plus personnels. La conférence gesticulée, c'est une prise de parole d'une personne qui n'est normalement pas un expert, qui est ce qu'on appelle un expert d'usage. On est tous des experts de nos professions, de notre vie, et donc on est tout à fait légitime de parler de ça. Et c'est de là que vient la conférence gesticulée. Ce sont la plupart des gens, des personnes qui parlent de leur travail, pour beaucoup de leur souffrance au travail, de ce que les réformes politiques ou le système économique fait à leur travail. Et donc elles vont raconter ça, ces personnes, avec des éléments biographiques, tout simplement comme j'ai fait. Je me suis assis au bureau, j'ai reçu un coup de téléphone, ils vont vous expliquer ça. Et elles vont mélanger ça avec des savoirs plus académiques, parce qu'on fait quand même des recherches pour ça. Donc on lit des sociologues, des revues, des livres d'experts, vraiment. Et donc on appelle ça mélanger les savoirs chauds, c'est-à-dire les choses qui viennent de l'expérience personnelle, et les savoirs froids, donc plus reposés, les savoirs d'experts. Et ce que Franck Lepage, la personne qui a un peu créé ce type de choses, dit qu'un savoir chaud, quand il rencontre un savoir froid, ça ne fait pas un savoir tiède. Une masse d'air chaud, quand ça rencontre une masse d'air froid, ça fait un orage. Donc voilà, la conférence gesticulée, c'est un mélange de tout ça. Moi, j'ai rencontré Franck Lepage pour la première fois, je ne me rappelle plus, mais ça fait quelques années, ça va faire 5 ou 6 ans. Et c'était dans un spectacle à côté de chez moi, qui est génial, qui tourne plus, c'est très dommage. Où le spectacle était une histoire des conquêtes sociales depuis le gouvernement d'union après la guerre, et le programme du Conseil national de la résistance, jusqu'à aujourd'hui, à travers la lecture d'une fiche de paye, hein, tout simplement. Ils ont une fiche de paye géante sur la scène, et en fait, ils vous expliquent comment ça se lit, en fait, parce qu'on a tous reçu, certainement, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus, CSG, toutes les cotisations, et en fait, il vous apprend c'est pas 3 heures, je crois, mais il vous apprend en 3 heures à lire cette fiche de paye, et c'était brillant. Il y a une participation du public, on se marrait, on était émus sur l'histoire de ces gens qui avaient forgé la sécurité sociale, ces choses-là. Et moi, je suis tombé amoureux du format, effectivement, et je me suis dit, là, pour faire passer des trucs un peu compliqués, je pense que c'est une superbe forme, effectivement, à faire. Et si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas encore Franck Lepage, vous pouvez voir tous ces spectacles sur YouTube, hein, ils sont tous en ligne, les Incultures. Ouais, les Incultures, ouais. Alors, ils les ont sortis en DVD pendant un moment, mais ouais, surtout sur YouTube. Vous embêtez pas à trouver les DVD. Allez voir ça après, ce soir, chez vous. Et je voulais aussi le signaler que vous avez une chaîne YouTube que vous avez créée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Parlons Chiffres. Oui, effectivement. Pendant le confinement, je m'embêtais et je ne pouvais pas tourner cette conférence. Donc j'ai mis sur pied une chaîne YouTube, donc Parlons Chiffres. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et dans laquelle je fais un petit peu ça, en moins gesticulé, on va dire. En vidéo, ça dure entre 10 et 20 minutes, ça dépend, sur des sujets variés, et où on fait le même travail de décryptage des utilisations, de ce que j'appelle les utilisations abusives. Si je ne veux pas parler de manipulation, parce que ce n'est pas forcément des manipulations qui sont volontaires, cyniques, si vous voulez, c'est peut-être que les gens, en fait, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils manipulent quand ils manipulent des chiffres. Et ça m'avait frappé quand j'avais regardé les conférences de presse du jeudi avec Castex, Véran, et puis le mec de l'hôpital, là, je sais plus. Ils montraient des graphiques, des chiffres, et en fait,
savaient pas trop de quoi ils parlaient, les gars, quoi. Et ça se voyait, ils pédalaient dans la semoule. Donc ma première vidéo, c'était là-dessus, effectivement. Il y avait des erreurs dans les graphiques, c'était très très drôle. Si c'était pas dramatique, ça aurait été drôle. Voilà. Et vous pourrez voir la suite de cette conférence, puisqu'il y a une suite également sur cette chaîne. Ou sur la chaîne de Franck Lepage, d'ailleurs, vous pouvez la trouver aussi. Et oui, d'ailleurs, je me souviens de la vidéo dont vous parlez, la première qui a ouvert votre chaîne. Ouais. Parce que, en fait, durant votre conférence gesticulée là, vous nous avez cité de différentes manières plein de biais possibles qui sont un mauvais usage des chiffres, mais il y en a encore, je pense, plein d'autres. Et notamment, même des choses qui semblent être des petits détails, qui sont par exemple visuels. Quand on présente un graphique, simplement des histoires d'échelle, est-ce qu'on représente une courbe, est-ce qu'on représente d'une autre manière, et même l'usage des codes couleurs, selon la couleur qu'on va utiliser, ça va orienter le regard plus sur une partie d'une courbe ou sur une partie d'un graphique qu'une autre, et c'est des choses minuscules, mais en fait ça peut faire aussi beaucoup. Ah bah, le diable se cache dans les détails, effectivement. Oui, bah pour reprendre ces exemples, je pense qu'on a tous peut-être dû en voir une au moins des extraits dans les journaux télé, des conférences donc, où Jean Castex vient égrener les chiffres du Covid avec des courbes, etc. Et on s'est aperçu, c'était au mois de mars, je crois, qu'il y avait des problématiques d'échelle sur ces graphiques, par exemple. Attendez, j'ai un tableau. Je ne vais pas m'embêter à dessiner, mais en gros, l'espace qu'il y avait entre 0 et 10 000 cas était plus petit que l'espace entre 10 et 20 000, si vous voulez, par exemple. C'était le premier problème de ces graphiques, ce qui faisait que en fait, ça aplatissait la courbe et ça donnait l'impression que la situation était moins grave qu'elle ne l'était en vérité, qu'en faisant ça. Donc effectivement, ne pas indiquer l'échelle, et ça c'est le problème, c'est que c'est un truc qui est fait énormément dans les médias, puisque les graphiques dans les médias, surtout les chaînes d'infos en continu, comme ils doivent produire à fond tout le temps des trucs, ce ne sont pas des professionnels des chiffres ou des graphiques qui les font, ce sont des graphistes, donc ce sont des dessins qu'on voit. Et donc c'est plus facile de se gourer sur des échelles ou des représentations quand on fait comme ça, donc c'est pas des professionnels. Le dernier en date, c'était à Quotidien. C'est un peu sorti sur internet ça. Quotidien nous dit que 77% des gens hospitalisés ne sont pas vaccinés, et donc 33%, les 33% restants étant des gens vaccinés. Sauf que là ça fait 110%, si vous voulez. Ils font une magnifique infographie. Ils font vraiment très belle en 3D, c'est animé, etc. Sauf que les mecs se gourent sur une addition, quoi. Donc donc bon, là c'est une erreur de leur part et on rigole, mais ça peut être utilisé pour manipuler, masquer une échelle, effectivement. Les codes couleurs, mettre des choses en rouge, ça fait peur. Une symbologie des couleurs. J'ai tellement de façons. Et rien que dans les façons de formuler les questions, par exemple, j'ai passé énormément de biais possibles. J'ai vu les 3 que j'avais repérés dans le grand débat, si vous voulez, mais il y a des trucs vraiment très très cons. Il y a des gens qui ont, par exemple, des biais d'attention à gauche. C'est les psychologues qui ont mis ça en évidence. Il y a une certaine partie de la population qui fait plus attention à ce qui se passe à sa gauche. Et donc, quand elle va regarder un questionnaire de sondage, si elle ne sait pas trop quoi répondre, elle va répondre un truc à gauche. Voilà. Et il y a des gens, pareil, pour la droite. Ils vont faire plus attention à droite. C'est une petite partie de la population, mais quand on ne sait pas quoi répondre, en fait, on va faire attention à ça. Ou alors, on va répondre à la première, ou la dernière. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des parades, des instituts de sondage, c'est que maintenant, en fait, l'ordre des questions, souvent, quand il y a des réponses multiples, il va être mis aléatoirement. Personne ne verra la même, pour éviter ce genre de trucs, par exemple. Des trucs aussi bêtes que ça, physiologiques, quasiment. C'est le fonctionnement du cerveau, quoi. Et on ne peut pas trop lutter contre le fonctionnement du cerveau, donc il faut trouver des parades, effectivement. Mais on va pas relister ici tous les biais possibles, parce que je pense qu'on n'en finirait pas, on y sera encore ce soir. Il y a une page Wikipédia, si vous voulez, qui les liste tous. Il faut taper quoi? Il faut taper... Oh mince, je sais plus ce que j'avais tapé. Ouais, biais dans les sondages, biais dans les questions de sondage, je sais plus ce que c'est. Mais il y a une page Wikipédia qui liste tout ça. Enfin, pas tous d'ailleurs, mais il y en a au moins une vingtaine. Principaux.
Oui, biais cognitif. Biais cognitif. Biais cognitif dans Wikipédia, vous allez vous amuser. D'accord. Mais c'est un peu déprimant tout ça. Mais est-ce que ces problèmes sont inéluctables? Est-ce qu'il y a quand même des manières de manier les chiffres et de faire des statistiques qui puissent s'extraire totalement de ces risques de biais et ces risques de récupération aussi? Vous parliez tout à l'heure de valeur absolue de chiffres bruts. Oui, alors on ne peut jamais être, on peut jamais être protégé intégralement. Je pense, en tout cas, il faut être humble dans sa pratique professionnelle. J'essaye de l'être. On n'est jamais protégé d'un biais dans les chiffres qu'on peut avoir, un biais dans la manière de récolter les chiffres. On va interroger des gens, il y avait un truc biaisé. C'est qu'en fait, on va commencer, nous, à travailler en tant que statisticien sur une base de données, un corpus de chiffres dont le verre est dans la pomme, si vous voulez. En fait, ça a déjà commencé à mal se passer dès le début. Après, il faut connaître. Je dirais que pour s'en prémunir, le mieux, c'est toujours la connaissance. Il faut connaître ces biais, toutes les façons qu'on peut avoir, même nous, avec nos présupposés personnels, d'influencer une analyse, par exemple. Donc pour ça, se faire relire par des pairs, par des collègues, c'est primordial pour pouvoir aller vers l'objectivité. L'objectivité totale n'existe certainement pas, ça reste un idéal à atteindre, donc il faut connaître ces biais cognitifs, effectivement. Ça ne dit pas qu'on peut y échapper, mais ça permet de se poser un peu et de prendre un peu de recul et d'y faire plus attention, en tout cas. Après, il ne faut pas que ça déprime. C'est normal, c'est du fonctionnement humain, donc il faut faire avec. C'est comme ça. En sciences sociales, la sociologie, la psychologie fonctionne beaucoup sur des enquêtes par questionnaire. Même le recensement de la population, je veux dire. Vous voyez, il faut quand même avoir un minimum de confiance, effectivement, dans sa technique, dans les garde-fous qu'on peut mettre en œuvre, mais notamment dans le cadre scientifique universitaire ou des grands instituts de recherche qui sont là pour ça, qui ont des vrais garde-fous professionnels, parce que sinon on met en question le résultat du recensement des populations. Si vous voulez, on remet tout en question, quoi. On n'avance plus, on construit plus de routes, on construit plus de nouvelles maternités, parce que c'est à ça que ça sert, le recensement, c'est de savoir où sont les gens pour pouvoir leur proposer un cadre de vie adapté, quoi. Donc non, il faut continuer à regarder ça. Ce que je mets en doute, c'est la version, on va dire, commerciale, effrénée de ces méthodes. Les instituts de sondage. En fait, on ne devrait pas dire les instituts d'ailleurs, on devrait dire les entreprises de sondage. Ça, c'est un ancien dirigeant de la Sofres qui disait ça. Pierre Veil, il disait, il faut arrêter, mes textos, il disait, il faut arrêter d'appeler ça un institut. Ça n'a plus rien à voir avec les débuts. Oui, au début, c'était quasiment des labos de recherche indépendants, mais aujourd'hui, notre activité principale, c'est du marketing. Donc on fait du business, donc on est des entreprises de sondage, et pas des instituts. Donc les entreprises de sondage, quand elles font des trucs très commerciaux, leur but, c'est de faire pas cher, rapidement, et que la qualité soit à peu près là. Voilà. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Puisque eux, les garde-fous, on ne peut pas les connaître. Comme on disait tout à l'heure avec le monsieur. Ça reste, leur méthode de calcul reste très très opaque, et en plus, ils se protègent derrière le secret commercial. Donc eux, moi, j'ai quand même un peu moins confiance, on va dire, que des enquêtes que peuvent faire l'INSEE. D'ailleurs, certains sondages qui sont produits, en fait, ne sont que de pâles copies d'études sérieuses qui existent déjà auparavant. Que ce soit l'INSEE, l'INED, l'Institut des études démographiques, il y a des super observatoires, l'Observatoire des inégalités, si vous ne connaissez pas, le CREDOX, Centre de recherche d'études sur les conditions de vie, c'est vrai qu'on a plein d'institutions publiques ou privées, associatives surtout, d'observateurs qui font un excellent boulot, et je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre
sur toute la profession comme ça. De toute façon, une des règles d'or, hein, c'est qu'un chiffre ne parle jamais tout seul. C'est toujours nous qui faisons parler, il n'y a pas de petite bouche le chiffre pour parler, c'est toujours nous qui faisons parler. Donc, à partir de là, soyez un peu humble face à ça. Oui, pas cher, mais il semble qu'il y a eu une affaire en justice il n'y a pas très longtemps, là. Les sondages de l'Élysée. Ouais. Oui, les sommes étaient... Ah, c'est que la somme totale est faramineuse. Oui. Mediapart c'était génial. Mediapart a sorti toute une série d'articles dessus, et dans un des articles, on peut voir un relevé, un relevé de facture en fait, de l'Élysée, parce que c'est l'Élysée hein, qui paye, de l'Élysée sur l'intégralité des sondages sur une période de 3 mois, je crois. Et donc il y a la facturation. Vraiment, donc il y a le nom du sondage, la personne qui l'a fait, l'institut, et les prix. En fait, les prix sont pas si avec ça. C'est entre 6 000 et 20 000 euros, allez, entre 6 000 et 20 000 euros pour avoir un sondage. Alors des petits trucs, hein, les gros trucs à 16 000 personnes, le baromètre politique, ça va lui coûter plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de milliers d'euros. Mais en fait, c'est pas si cher que ça à l'unité. Ouais. Si vous voulez, c'est que là, il y avait eu une boulimie. Apparemment, c'est ça qu'il leur a reproché. Et l'absence de marché. Oui, en plus, bien sûr, c'était génial. Vous avez, enfin, c'est votre métier, statisticien, donc vous avez tous les outils pour décrypter ces biais, ces erreurs qui sont faites dans la présentation des chiffres. Mais nous, en tant que citoyens, on n'a pas forcément tous ces outils. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement pour qu'on en apprenne à s'y retrouver quand on fait face à une information, pour savoir la décrypter, pour savoir à quoi se fier? C'est quoi les bonnes méthodes à adopter, les bons outils d'après vous? Il y a quelques réflexes. Oui, alors oui, je pense qu'il faut douter, mais avec méthode, si vous voulez. Donc déjà essayez toujours de remonter à la source. Ça, moi, c'est soyons des petits saumons qui remontons à la source. Quelque chose qui tenez, pas plus tard qu'hier, j'essaie de vérifier un sondage. Je vois quelque chose passer sur Facebook, je suis vieux. Je vois quelque chose passer sur Facebook, un sondage, le sondage sur pour qui votent les chefs d'entreprise. C'est juste une image comme ça. Alors je vois, bon, sondage OpinionWay, pourtant, je ne retrouve pas le truc. Je vais chez OpinionWay pour retrouver le rapport d'études. Et donc là, j'ai toutes les informations. Moi, c'est mon premier conseil, c'est essayer de remonter à la source. Alors le problème, c'est que c'est pas toujours facile, que ça prend du temps, donc il faut connaître les lieux, mais bon, je pense aussi que la qualité de l'information qu'on a repose aussi un peu sur ça. Alors normalement, le travail des médias, c'est de nous donner un accès facilité à tout ça. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite et où on peut extraire plein de trucs pour les republier par ailleurs, c'est parfois difficile, effectivement. Moi, un exemple, j'avais reçu un jour un tract par mail. J'explique dans une de mes vidéos ça sur la situation de l'hôpital en France que j'ai faite au cours de l'été. J'ai reçu un genre de petit tract par mail avec juste des nombres de fermetures de lits par année en fait. Voilà, donc Roselyne Bachelot, quand elle était ministre de la Santé, a supprimé tant de lits, machin, tant de lits, truc, tant de lits. Au total, ça fait moins, je sais plus, 115 000 lits en temps d'années. C'est un scandale, et c'était tout. J'avais que ça. Là, le but du jeu, ça a été de remonter à la source de l'information, essayer de retrouver le truc, essayer de refaire les calculs, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a des fact-checkers qui peuvent vous aider. Alors, ils ne sont pas tous forcément de même qualité, on va dire, certains qui se plantent. Et vous conseilleriez quoi, par exemple? Je sais pas. Je me suis engueulé avec les décodeurs du monde récemment. Parce qu'ils n'ont pas fait du très très bon travail. Je trouve que ceux de l'IB sont pas mal. Comment ils s'appellent? Check News. Je crois qu'ils jusqu'ici, ils m'ont pas méfié, mais les décodeurs, ils m'ont gonflé. Je travaille en ce moment sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes.
Et c'était sympa de leur part parce qu'ils ont essayé de faire un truc de fact-checking sur les critiques qu'on pouvait émettre sur la fameuse date du 3 novembre à 9h22, vous savez, le jour et l'heure où les femmes commencent symboliquement à travailler gratuitement. Sauf qu'ils se sont plantés, en fait, ils ne sont pas allés lire les documents. Enfin, il y a des rapports d'études sur lesquels se sont basés le collectif Les Glorieuses pour faire cette date. Et les décodeurs ne sont pas allés les lire concrètement d'à côté. Donc, je les ai un peu engueulés sur Twitter, bloqués. Oui, toujours essayer de remonter à la source. Le coût des 3 points de marge d'erreur, je le présente comme une blague. En fait, ça n'est pas une. Vraiment essayer de faire cette petite gymnastique. Ouais. 3 points, plus ou moins 3 points, toujours, notamment sur des trucs de second tour, par exemple. Ça marche quasiment tout le temps. Et puis voilà, le doute légitime, le doute fondé, le doute méthodique, effectivement. Et puis après, bonne chance. Oui, puis dire ce qui est écrit en petit aussi. Ouais. Quand on voit que 80% des utilisatrices sont satisfaites du traitement et que c'est sur un panel de 52 personnes. Auto-évalué. C'est quand même. Mais ça, c'est écrit tout petit, le nombre de personnes. Oui, effectivement, vous avez raison. Effectivement, essayez de retrouver quelle est la méthode utilisée. Effectivement. D'où sort ce chiffre qu'on nous donne. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de trouver. Ces informations-là sont obligatoires pour publier un sondage. Je l'ai évoqué vite tout à l'heure. Mais ce sont des informations obligatoires depuis 2012, je crois. Il faut la date à laquelle ça a été fait, la méthode, le nombre de personnes et des informations sur les marges d'erreur qui doivent être sur chaque question posée. Alors en pratique, elles ne le sont pas. En pratique, ce qu'on vous donne, c'est un tableau de correspondance. Et donc on vous dit, s'il y a eu tant de personnes interrogées et que les résultats, c'est 50%, hop, c'est un tableau de montrer et vous regardez, et ça vous fait 3 points de marge d'erreur, par exemple. Mais après, c'est à vous de faire la gymnastique. C'est ça, je trouve ça marrant. Oui, mais justement, sur ces marges d'erreur, en général, les chiffres qu'ils donnent ne sont pas justes. Ils utilisent des moyennes ou des habitudes, oui. Mais ils ne donnent pas le chiffre qui correspond à la méthode et au sondage qui s'est appliqué. Oui. Et en particulier sur les sondages avec des échantillons fabriqués, il s'est avéré ces derniers temps que pour les sondages politiques, les marges d'erreur étaient beaucoup plus grandes que les 2 ou 3% qui donnent ordinairement. Ouais. Ça montait à 5 ou 6, et du coup à 5 ou 6, ça ne voulait plus rien dire du tout. Ouais. Parce que quand on vous dit que quelqu'un a 14%, puis que l'autre il en a 16, et que la marge est de 6%, quelle conclusion vous pouvez tirer de ce truc-là? Rien du tout. Moi, un truc avec une marge à 6%, professionnellement, je publie même pas. En fait. C'est exactement, c'est pas publiable. On va interroger plus de gens pour la faire baisser. Exactement. Effectivement, récemment, ça s'est beaucoup posé ça comme question, notamment dans les sondages politiques, pour les élections, les intentions de vote, notamment parce que il y a beaucoup d'instituts, d'entreprises de sondage qui se sont mis à changer un petit peu la manière de calculer les intentions de vote. Ils prennent aujourd'hui beaucoup plus en considération les gens qui ont dit qu'ils étaient certains d'aller voter. Ils interrogent 1000 personnes. Parmi ces 1000 personnes, ils en trouvent 600 qui disent « Ouais, moi j'irai voter, c'est sûr ». Alors, ils doivent même en trouver moins que ça, mais bon. Mettons 600. Et bien en fait, les marges d'erreur vont être sur ces 600-là et pas sur les 1000, donc ça fait mécaniquement, effectivement, augmenter la marge d'erreur. Et en plus, ils font des tas de rectifications à leur initiative, oui. En fonction du nombre de personnes, des catégories, disons, socio-professionnelles, entre guillemets, des personnes. Donc, finalement, ça veut
quasiment plus rien dire du tout. Et parce qu'à chaque fois on réduit. Et en plus, vous avez tout à fait raison de parler des catégorisations. Les sondages d'opinion aujourd'hui font 4 catégorisations. La profession, les catégories socio-professionnelles comme on dit, l'âge, avec des tranches d'âge, il y a quoi, le sexe bien sûr, les hommes et les femmes, et le lieu de résidence. Voilà, et donc ça, pour eux, ça suffit à décrire la complexité, si vous voulez, de la société française. On ne prend pas, par exemple, le niveau de diplôme, alors qu'il y a, par exemple, le niveau d'éducation, alors qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont démontré que c'était un déterminant énorme dans le choix des gens pour qui on va voter, en fait, dans l'expression politique, par exemple. Et il y en a certainement d'autres. Par exemple, d'enfants, par exemple. Par exemple, d'enfants, effectivement. Donc ça reste à... Il ne faut pas déprimer, parce que tout ça reste à affiner, reste à améliorer, je pense. Je pense que les gens, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que les gens qui travaillent dans ces instituts-là, ils ont envie de faire du bon travail. Voilà, il faut être charitable aussi. Il y a un principe. Il faut être charitable avec eux, c'est des gens qui... C'est pas des gens cyniques. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui se trimballent, il y a Jean-Marc, mais Jean-Marc il est mort, donc voilà. Mais ils veulent vraiment, je pense, ces gens-là faire du bon taf. C'est ce qui en est fait après, qui les réduit à la caricature que vous venez de voir. C'est la logique économique qui prend le dessus, c'est dommage. Parce que ça prendrait peut-être plus de temps, ça serait plus coûteux si on faisait les choses de manière intentionnée, enfin sérieuse, entre guillemets. Sauf qu'on va dire, ouais, tu me fais chier, moi je peux faire 10 sondages avec 5. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme un peu beaucoup d'autres domaines, l'hôpital, l'éducation, où en gros on priorise la logique économique, bien sûr. L'économique à la quantité à la qualité. Et ils ne tiennent pas compte des votes blancs. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller voter, qui vont dire moi je vais voter blanc, mais parce que aucun candidat convient. Dans les sondages, on ne voit jamais les intentions de. Enfin, en gros, on dit ouais, tu me proposes une liste, mais moi il n'y en a aucun qui m'intéresse. Ouais. C'est tout à fait bas. C'est l'équivalent des ne se prononce pas. Ouais, mais il y a une différence entre, à la limite, ne se prononce pas parce que j'ai absolument rien à foutre, et il y a se prononce pas parce que j'aimerais m'intéresser davantage, mais là, je suis désolé, il n'y a personne qui m'intéresse. C'est comme quand il en reste que 2 à la fin. Je suis persuadé que la plupart des gens se disent bon, je vote pour celui qui est le moins pire. Par défaut. Par défaut. Et au même titre que les votes blancs vont à celui qui a les intentions majoritaires au moment du désir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez observé, là, depuis 2-3 élections présidentielles, les votes blancs sont plus identifiés. Ils apparaissent plus, alors que forcément il y en a eu au premier ou au deuxième tour. Ce que j'en ai su, c'est que, par exemple, au premier tour, on imagine qu'il y a le peloton de tête, donc du premier et du deuxième candidat qui va aller au deuxième tour, évidemment. Et ben, c'est pour le premier candidat du deuxième tour qu'on va donner ces votes blancs. Alors que normalement, ces votes blancs, il y a une orientation pour personne. Les votes blancs sont comptabilisés à part, mais ne sont pas inclus dans le scrutin. Et on compte, on sait combien ils sont plus comptés avec les bulletins annulés ou les bulletins qui sont non valides. Ils sont comptés à part. Moi, l'information que j'ai eue, c'est... pour être déposé à part en préfecture. Donc on sait combien de votes blancs il y a. Mais ils ne sont pas donnés aux gens. Ah, moi, c'est l'information que j'avais eue. C'est qu'on les donnait un peu. J'ai pas fait les dernières élections, mais j'ai travaillé dans des bureaux de vote. Et j'ai fait du. Voilà. Celui qui a le pourcentage le plus fort au premier tour. Et pareil au deuxième tour, quel pourcentage? Oui. On ne donne pas les bulletins blancs. On sait qu'aujourd'hui, c'est assez nouveau. Hein. Il y a quelques années, les bulletins blancs, c'était avec les bulletins annulés. 2-3 élections. Maintenant, on sait, c'est pas pris en compte dans le scrutin, mais on sait combien de bulletins blancs on a dans les. Par bureau de vote. Ouais, mais c'est... Dans les procès-verbaux qu'on remplit, ça prend en considération. On compte le nombre. Peut-être que ce que je dis est faux, hein, pour le coup, mais ça prend en considération quand même ces votes. Alors ça n'est pas pris en considération, c'est ça le souci. On sait juste aujourd'hui combien il y a de bulletins. Mais ce n'est pas pris en considération dans le vote. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on arrête la séance? Oui. Moi, il y a longtemps, à la faculté, en cours de stats, en fait, on faisait des. Enfin, on prenait un exemple de la quotidienne pour illustrer un peu les théories statistiques et les règles. Donc, en fait, le prof avait pris la taille, la hauteur des personnes en centimètres et puis des pointures. Et moi, ça m'avait traumatisé parce qu'en fait, donc, il faisait une très très jolie courbe très logique avec quelques petits points qui allaient un petit peu à droite à gauche, mais globalement, c'était une très très jolie courbe. En fait, arrivé à mon tour, je faussais complètement
étiez ce qu'on appelle du bruit. Effectivement. Oui, alors normalement on n'est pas aussi extrémiste que ça. Là je pense qu'il voulait démontrer quelque chose d'assez simple, votre professeur, mais oui, on y fait super attention, même en fait, aux valeurs qu'on va appeler aberrantes, en tout cas inhabituelles. Sans parler d'aberration, c'est pas très gentil. Mais aux valeurs qui vont être inhabituelles. Un des premiers trucs qu'on fait, de connaître ça par cœur, c'est d'étudier les paramètres ce qu'on appelle les paramètres de dispersion. La moyenne en est un, tout simplement. C'est juste regarder justement tous ces écarts à la moyenne, on trace nos belles courbes, et on va regarder tout ce qui est un petit peu à l'écart, comme ça, pour pouvoir observer l'état moyen d'un phénomène, de la taille des gens, voilà. La correspondance de la taille et la pointure de chaussures. Mais c'était deux très bons exemples, parce qu'effectivement, normalement, c'est relativement cohérent. Donc on a l'état moyen de ce phénomène, on va avoir ce qu'on va appeler nous les marges, en fait, les états marginaux. Donc les marges, c'est vraiment les bords, quoi. C'est ceux qui sont les plus grands gens, et les plus petits gens, par exemple, ou les plus petits pieds, les plus grands pieds, pour filer la métaphore. Et donc oui, on observe tout ça. Après, de là à les ôter des bases de données, non. Non, il faut s'en servir pour illustrer, justement. On a des méthodes maintenant pour illustrer ça qu'on appelle des boîtes à moustaches. On va rentrer dans la technique, là, où il est maintenant de plus en plus courant de donner effectivement la valeur moyenne, la valeur minimum, la valeur maximum d'un phénomène, pour qu'on sache où on se place, en fait, tout simplement, quelle est l'étendue du phénomène. C'est très bien de connaître la moyenne, mais comme je vous ai dit, c'est un peu moins de 2 jambes par être humain. Donc on connaît la valeur max, la valeur minimum, on connaît la valeur qui va couper les gens en deux. Donc, je sais pas, 1m74, la moitié des gens font plus, la moitié des gens font moins que ça. Donc on appelle ça la médiane, par exemple. Non, il faut justement les étudier, tous ces paramètres qui paraissent comme ça aberrants. Après, il ne faut jamais oublier que les statistiques, c'est une science et la sociologie, c'est des sciences des masses. On s'intéresse au groupe. Une statistique individuellement, en gros, vous ne rentrerez jamais dans les statistiques personnes, en fait. À moins d'être quelqu'un de parfaitement moyen. Je ne suis même pas sûr que ça existe, un homme aussi moyen que ça dans la statistique. Donc c'est toujours une statistique, c'est toujours une construction, c'est un artefact. Ça décrit ce qui se passe en masse, mais ça ne peut pas décrire, et ça ne doit pas décrire, ce serait triste, nos vies individuelles, quoi. Ça ne marchera jamais, ça. C'est pas possible, c'est pas fait pour. Voilà. Mais on se rend compte que quand on additionne tous nos comportements, par exemple, si on veut étudier des phénomènes sociaux, des comportements de vote, des comportements pour aller en vacances, c'est ce que fait Bison Futé, par exemple, les statistiques, ça fonctionne très très bien. Parce qu'en fait, on a beau paraître des hommes trop moyens, quand on est en société, on est quelque peu prévisible. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre invitation, merci à vous. Merci beaucoup, M. Johan Charlet, d'être venu jusqu'à nous. Il est quand même venu de Poitiers aujourd'hui pour faire ce spectacle. Merci à vous pour votre présence et puis votre participation qui est très précieuse. Je vais juste ajouter que la prochaine séance Penser à la société, ce ne sera pas tout de suite, ce sera le 12 mars 2022, donc, à 15h dans la même salle. Ce sera sur les théories du complot. On va inviter Marie Pelletier, qui est historienne et spécialiste du complotisme, et il y aura peut-être Sylvain Cavalier, qui est youtubeur, qui a la chaîne YouTube Le Débunker des Étoiles, et c'est lui-même un ancien complotiste. Donc dans ses vidéos, il parle de ça et il essaie de décrypter ce fonctionnement de pensée. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Comme c'est dans un peu longtemps, on est en train d'organiser la séance. En tout cas, ils seront a priori 2, et puis je pense que ça va être très intéressant aussi. Voilà, donc on vous en reparlera en temps voulu, mais vous êtes bien sûr invités. Merci encore et à bientôt. Merci.